puisqu'il est question de la Chine, on va maintenant parler de la situation dans ce pays qui figure en fait parmi les premiers à avoir repris le contrôle de l'épidémie de coronavirus. Ça s'est fait au prix de mesures drastiques quand même. Mais les Canadiens, les Québécois ont recommencé à brasser des affaires en sol chinois. Et pour en discuter, je rejoins du côté de Shanghai Jean-François Lépine, qui est directeur des représentations du Québec en Chine. Bonjour Jean-François. Bonjour Esther. Bon, je ne vous demanderai pas d'abord de commenter le litige qui oppose les conservateurs et les libéraux à Ottawa relativement à la Chine, compte tenu de votre rôle de diplomate. J'aimerais qu'on parle d'abord de la situation de la COVID en Chine. On dit que la vie, en fait, en Chine est revenue pratiquement à la normale. Bon, vous êtes sur place. Racontez-nous comment ça se passe. Est-ce que c'est le cas que, bon, les commerces sont rouverts, que l'économie roule à plein régime? Ben d'abord, un chiffre un peu révélateur, là, le troisième trimestre de cette année, l'économie chinoise a eu une croissance de 4,9 %. On pense à une moyenne annuelle, là, compte tenu qu'il y a eu une baisse de croissance au début de l'année d'à peu près 2 %. L'économie ici va bien, même très bien, parce qu'il y a énormément d'aides gouvernementales artificielles. Par exemple, ici, il y a quelques jours, c'était le 11 novembre. Le 11 novembre, c'est la fête des célibataires. C'est la journée de l'année. C'est un peu comme le Black Friday. C'est la journée de l'année où les gens achètent, consomment de façon record. Ben, cette année, ça a été encore... C'est-à-dire les chiffres n'ont pas été aussi importants que l'an dernier, mais ça a été quand même un succès parce qu'en gros aussi, le gouvernement a demandé aux grandes compagnies de commerce en ligne, aux banques, de donner énormément de bons d'achat depuis des mois aux Chinois sous toutes sortes de formes. Alors, on a artificiellement stimulé la consommation. C'est comme ça pour le reste de l'économie. Donc ici, alors que c'est d'ici qu'est parti le fameux virus, Oui. alors qu'il y a eu une crise majeure en janvier, en fait en décembre et janvier, avant qu'on connaisse l'état de la situation dans le reste du monde, eh bien, ici, il y a le port du masque n'est pas du tout généralisé. Il n'y a pas de distanciation systématique du tout. Les salles de spectacle sont ouvertes avec 75 % de capacité maximale. Les activités sont extrêmement normales. C'est sûr que chaque fois qu'il y a une éclosion ici en Chine, on assiste à vraiment une sorte de révolution. Là, il y a récemment, dans une ville, Qingdao, où on a un bureau, il y a eu 12 cas. La ville au complet, 10 millions d'habitants ont été testés. On a arrêté le mal à sa source en l'espace de quelques jours. C'est comme ça qu'on fonctionne quand il y a une éclosion. Puis l'autre chose qui est importante aussi, c'est que le pays, lui, par contre, est presque fermé. Les frontières ne sont pas beaucoup ouvertes aux étrangers. Il faut des permissions spéciales pour venir en Chine. Alors, et les contrôles aux douanes sont aux aéroports. Les aéroports qui sont ouverts aux vols internationaux sont extrêmement stricts. Alors qu'ici au Canada, vous savez, on est en pleine progression des cas de COVID. Évidemment, on se demande comment les Chinois, qui ont été les premiers, vous le disiez il y a un instant, frappés par le virus, ont réussi à s'en sortir quand même assez rapidement. Vous nous parlez de toutes sortes de mesures. Il y a eu, on le sait, des mesures qui sont très drastiques et qui ont été déployées par les autorités chinoises. Il y a eu énormément de tests. Vous parliez tout à l'heure, quand il y a une éclosion qui survient, vraiment, on ne lésine pas avec les moyens. Est-ce que ça a été ça, la clé du succès en Chine pour contrôler la COVID, le fait qu'on a été extrêmement sévère? D'abord, on ne peut pas parler d'un succès quand on sait que c'est ici qu'il y a eu l'éclosion, qu'il y a eu énormément de décès. On ne connaît pas les chiffres exacts dans les mois, surtout où l'attention du public et des médias n'était pas du tout là. On ne savait pas que ce problème existait et quelle ampleur il avait dans la province du Hubei. Maintenant, quand le gouvernement a décidé de rendre les choses beaucoup plus transparentes, quand on a vraiment reconnu qu'il y avait une pandémie, un problème extrêmement sérieux, là, oui, on a pris des mesures. Par exemple, des mesures extrêmement simples qu'on n'a jamais voulu prendre au Canada, au Québec, aux États-Unis. Par exemple, quand on a vraiment commencé à agir de façon globale en Chine, 1,4 milliard de Chinois sont restés chez eux pendant un mois. Quand on dit rester chez eux, aucune épicerie, rien, tous les gens se faisaient venir des choses à la maison. Donc, quand on enferme une population pendant un mois, puis qu'ensuite on décloisonne pendant une période de 3 mois
avec le masque obligatoire, avec la distanciation, les salles de spectacle fermées, pas de rassemblement, mais ça d'une façon extrêmement stricte là, pendant plusieurs mois avant que vers le mois de juin, on commence vraiment à relaxer les mesures vers mai-juin. Donc, ça a pris des mois extrêmement stricts. Quand on pense, moi, je n'étais pas ici au moment où vraiment il y a eu les mesures strictes. Nos bureaux étaient fermés, j'étais au Québec à ce moment-là. Mais quand nos amis, quand ceux qui sont restés, quand nos collègues chinois nous racontent ce qui s'est passé, le pays a été vraiment fermé complètement, mais systématiquement, on n'a pas d'épicerie, pas de... Et puis, l'autre volet important, c'est fermeture des frontières complète. Il n'y a pas de gens qui sont revenus, et tous les retours qui se sont faits, tous les retours d'étrangers, d'abord, ne se font pas. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont partis pendant la pandémie qui ne sont pas revenus. Dans une ville comme Shanghai, il y a énormément de gens, d'étrangers qui ne sont pas revenus. Ça fait drôle dans des villes chinoises de 10, 11 millions d'habitants, comme à Qingdao, où on a un bureau. On ne voit plus d'étrangers. Alors ça, c'est un signe de ce qui s'est passé aussi. Donc, juste contrôle extrêmement strict aux frontières. Un mot rapide, Jean-François, sur les vaccins, parce qu'ici, au Canada, actuellement, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir autour des vaccins. Du côté de la Chine, est-ce qu'il y a des vaccins qui sont administrés, sans parler de vaccination massive, est-ce qu'on donne des vaccins quand même contre la COVID? Oui, alors ici, il y a 3 vaccins, si je ne me trompe pas, qui sont à l'étape la troisième étape là, troisième phase de test clinique. La troisième phase de test. On a visité une entreprise qui s'appelle CanSino près de Pékin il y a quelques semaines. C'est des Chinois qui ont étudié au Canada, qui ont fait leur doctorat au Canada, qui ont démarré une entreprise pharmaceutique et qui ont déjà développé dans le passé un vaccin contre l'Ebola et qui développent un vaccin contre le coronavirus. Et donc, on est à des phases de test et le gouvernement s'est reconnu, en fait, pas précisément, mais le gouvernement a demandé à certaines catégories de fonctionnaires, des membres de l'armée, de tester des vaccins, donc de façon plus systématique. Donc, on sait qu'il y a des vaccins, mais il n'y a pas de vaccin adopté officiellement par le gouvernement. On ne vaccine pas massivement la population. Donc, il y a une progression de ce côté-là, mais les choses ne sont pas extrêmement claires. Et aussi, la situation ici change tout le temps. Alors, là, on est dans une phase, par exemple, où les mesures aux frontières sont plus sévères. Pourquoi? Parce que la pandémie fait des progrès énormes dans des pays avec lesquels la Chine a énormément de relations. On ne parle que du Canada, par exemple, toute l'Europe, les États-Unis. Donc là, il y a une volonté chinoise de vraiment se protéger. Alors là, c'est beaucoup plus difficile ne serait-ce que de faire sa quarantaine. Quand je suis revenu, j'ai fait ma quarantaine de 14 jours chez moi, dans mon appartement ici à Shanghai. Mais maintenant, je ne pourrais plus le faire. Je serais obligé d'aller dans un centre du gouvernement beaucoup mieux contrôlé, même si mon appartement était très contrôlé. Bon. Je veux maintenant vous entendre sur votre rôle en tant que diplomate en sol chinois. Nonobstant ce qu'on dit, ce qu'on lit dans les médias quant aux questions de géopolitique et de géoéconomique entre le Canada et la Chine, comment, en tant que diplomate, vous vivez la réalité des relations commerciales sur le terrain? Alors, c'est intéressant parce que la première année, en 2019, on a souffert beaucoup. Vous le savez, il y a des produits canadiens comme le canola, comme le porc, qui ont été boycottés par les Chinois sous des prétextes différents. Mais il s'agissait vraiment d'une forme de boycottage, de représailles à la suite de l'arrestation de Mme Meng. Il faut vous rappeler aussi qu'il y a 2 Canadiens qui sont détenus aussi pour des raisons complètement injustifiées. Ouais. Les 2 Michael, depuis, ça va faire bientôt 2 ans. Donc, il y avait la première année un climat d'extrême tension à cause de ces 2 événements-là à l'origine. Mais on a vu vers la fin, c'est ça qui est un peu dommage, vers la fin de 2019, on a vu une sorte de volonté des 2 côtés. Ça s'est dit, le président Xi Jinping, par exemple, quand il a accepté les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Canada à l'époque, Dominic Barton, lui a dit spécifiquement,
nous avons tous les deux, le Canada et la Chine, la responsabilité de résoudre cette question. Alors, la situation varie de temps en temps selon les déclarations de la Chine, selon aussi ce qui se passe au Canada. Le Canada est devenu aussi beaucoup plus dans les déclarations publiques. Regardez ce que l'ambassadeur Ray a fait aux Nations Unies il y a quelques jours. Cette idée de mettre de la pression sur la Chine, sur la question des Ouïghours, par exemple, tout ça n'est pas nécessairement innocent dans le contexte actuel. On met de temps en temps de la pression des deux côtés. Eh bien, malgré ça, cette année 2020 a été une année où les choses se sont... Et malgré la pandémie, c'est ça qui est assez inouï. Par exemple, je peux vous dire que depuis le début de l'année, le Québec a augmenté ses exportations en Chine de 23 %. Oui, parce qu'on apprenait justement récemment qu'un des fleurons de l'économie québécoise, le géant des dépanneurs Couche-Tard, a fait l'acquisition de plus de 300 commerces de la bannière chinoise Circle K. C'est quand même une transaction importante. Comment ça s'est passé? Oui, bien, il faut préciser une chose. Là. Vous dites une bannière chinoise, c'est une bannière hongkongaise. D'abord, oui. C'est une famille de Hong Kong. Mm-hmm. L'économie de Hong Kong, c'est une économie qui est très différente de celle de la Chine. Oui. Sur le plan économique, c'est presque deux pays, donc c'est très différent. M. Bouchard et Couche-Tard ont dit que leur objectif, c'est à partir de l'acquisition de Circle K, qui est une entreprise qu'ils connaissaient très bien parce qu'ils avaient collaboré à la gestion, étaient impliqués dans la gestion des Circle K comme experts dans ce genre de commerce. Et ils avaient une collaboration depuis des années, donc ils connaissaient très bien l'entreprise et leur volonté, c'est de développer cette entreprise-là ou ce genre d'entreprise en Asie où est-ce que Couche-Tard n'est pas présent. Donc, on achète cette première entreprise. Ce n'est pas une acquisition en Chine. Au contraire, il y avait des magasins Circle K qui étaient dans la province du Guangdong, juste au nord de Hong Kong, et ça ne fait pas partie de la transaction. Donc, c'est vraiment à Hong Kong pour l'instant. Mais il y a une volonté, effectivement, de regarder vers la Chine, comme de regarder aussi vers le reste de l'Asie. Donc, ce n'est pas nécessairement un mouvement qui est dirigé vers la Chine. Et ça s'est fait aussi dans un contexte où les tensions sont très grandes entre le Canada et la Chine à cause de la situation de Hong Kong. Mais je pense que Couche-Tard a trouvé quand même qu'il y avait, et il y a à Hong Kong, un espoir sur le plan économique qui reste là. Ça demeure une place financière et commerciale extrêmement importante. Oui, effectivement. En tant que directeur des représentations du Québec en Chine, vous couvrez 4 grandes villes. Quelles sont les principales affaires que les Québécois brassent justement en Chine? En fait, on a 4 bureaux dans 4 grandes villes, mais on couvre l'ensemble du pays, ce qui est énorme. Mais écoutez, nous, comme je vous l'ai dit, les affaires vont extrêmement bien dans toutes sortes de domaines, parce que la Chine, il faut imaginer, c'est la plus grande classe moyenne au monde, 400 millions d'individus. C'est un pays, je vous l'ai dit, qui a décidé de relancer son économie avec une forte quantité de subventions de toutes sortes et tout ça. Et quand la Chine fait ça, c'est énorme. Et donc, c'est aussi un pays qui s'est donné pour objectif d'ici 2025 de faire le Made in China 2025, c'est-à-dire devenir une puissance industrielle sophistiquée, fondée sur l'innovation. Et là, le Québec a toutes sortes de places. L'agroalimentaire, c'est important. Les métaux, les mines québécoises, les ventes de minerais ont beaucoup augmenté cette année. Et puis, tout ce qui s'appelle technologie de pointe, où l'industrie chinoise veut s'équiper, être la mieux équipée au monde. Là, il y a énormément d'opportunités pour les Québécois, sans parler de tout le reste. Donc, c'est un marché en expansion qui va bien. On dit qu'en 2021, l'économie pourrait la croissance économique en Chine pourrait atteindre les 8 %, donc forte reprise. Alors moi, je dis tout le temps aux gens d'affaires du Québec, vous ne pouvez pas venir en Chine, mais on peut, nous, vous représenter, vous aider. On organise énormément d'événements virtuels, comme toute la planète fait. Et donc, il y a des affaires à faire, avec certaines difficultés, parce qu'on ne peut pas se voir en personne. C'est pas toujours facile. Récemment, par exemple, cette semaine, on rencontrait une entreprise québécoise qui est en train de faire une association avec une entreprise chinoise pour développer une usine au Québec. Imaginez-vous, là, quand on essaie de faire ça puis qu'on ne peut pas se voir physiquement, mais nous, on essaie de pallier à ça en se rendant nous-mêmes dans les entreprises chinoises
en essayant de représenter nos entreprises ici. C'est un rôle différent, plus actif, qui manque pas d'intérêt. Et on a donc inventé une nouvelle façon de fonctionner, étant donné que les gens d'affaires ne peuvent pas se voir physiquement. Mais le commerce continue, hein? Les bateaux fonctionnent, les avions fonctionnent, le cargo fonctionne, donc le commerce fonctionne. C'est un marché économique, évidemment, extrêmement important à développer. Jean-François Lépine, directeur des représentations du Québec en Chine. Merci de nous avoir parlé à une heure très matinale pour vous. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.